Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un roman intitulé Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Il a été écrit par Jonas Jonasson et a été publié en 2009. Alan Carlson se situe à la maison de retraite de Manköping. Le jour de son 100e anniversaire, il s'enfuit en passant par la fenêtre. Alan se rend dans une gare routière. Le guichetier lui indique qu'un car partira dans 3 minutes pour Stranier. Un jeune homme nommé Bulten, et faisant partie du gang Never Again, veut aller aux toilettes. Il demande à Alan de garder sa valise. Après qu'il soit entré dans les toilettes, le car d'Alan arrive. Alan part dans le véhicule, avec la valise de Bulten. Comme Alan veut dépenser peu d'argent, il n'ira pas jusqu'au terminus, mais jusqu'à Biringe. Alors que le car est en train de rouler, la directrice de la maison de retraite appelée Sœur Alice va chercher Alan dans sa chambre. Bulten sort des toilettes et remarque la disparition de sa valise. L'adjoint au maire de la ville de Manköping organise des recherches pour mettre la main sur Alan. Bulten demande au guichetier à quelle ville Alan voulait se rendre. Pour obtenir des réponses, Bulten utilise la violence. Le guichetier lui répond qu'Alan semblait vouloir se rendre à Stranier, mais qu'il y a 12 arrêts, et qu'il a très bien pu descendre à un de ces arrêts. Bulten pourra attendre le retour du bus pour questionner le chauffeur. Alan n'est pas retrouvé par les équipes de l'adjoint au maire. Alan descend à la gare de Biringe, qui est entourée par de la forêt. Il parvient à la gare désaffectée de Biringe. Un homme de 70 ans à queue de cheval sort de la gare. L'homme appelé Julius Johnson invite Alan à manger chez lui. Il mange des steaks d'élan accompagnés par de la bière. Tandis qu'Alan est dans les toilettes, il entend quelqu'un monter l'escalier. Le car est revenu à la gare de Manköping et Bulten a interrogé le chauffeur. Bulten est parvenu à se faire conduire à la gare de Biringe. Il a suivi les traces de la valise d'Alan. Il arrive à la gare désaffectée et attrape Julius. Alan l'assomme avec une planche. Bulten est mis dans la chambre frigorifique. Julius force le cadenas de la valise. Alan est né le 2 mai 1905. Lui et ses parents habitent la ville de Ixult. Le père d'Alan s'éloigne de la maison, après que la mère d'Alan lui ait refusé l'accès à sa chambre suite à la participation de son mari à la manifestation pour la contraception. Il devient absent après s'être rendu en Russie, pour renverser le tsar Nicolas II. À 10 ans, Alan obtient un emploi de coursier dans une société de nitroglycérine. Un dénommé Fab parvient à faire changer le père de bord politique. Un jour, le père envoie un œuf décoratif à sa femme et à son fils. La mère le revend pour 18 couronnes de course à l'épicerie. Le tsar tombe, et Lénine prend sa place. Le père veut maintenant lutter contre Lénine. Il a acheté un bout de terrain pour y faire pousser des fraises. La Première Guerre mondiale débute. Le père d'Alan décède après avoir voulu protéger son lopin de terre contre le communisme. La mère d'Alan est malade. 2 ans plus tard, elle décède. Alan a alors 15 ans. Alan lance sa propre entreprise appelée Carlson Dynamite. Il fait des essais d'explosifs dans une carrière de sable. L'épicier a réussi à vendre bien plus cher l'œuf acheté une bouchée de pain à Madame Carlson. Il a un accident et sa voiture atterrit dans la carrière de sable au moment même où Alan faisait des essais. L'épicier y trouve la mort. Alan est interné dans un hôpital psychiatrique. Le professeur Limbor fait une expérience sur Alan. Il fait subir une castration chimique pour faire de l'eugénisme. Alan retourne ensuite chez lui. Dans les journaux, se répand la nouvelle de la disparition d'Alan, qui a peut-être été kidnappé. La police de Stockholm et un inspecteur nommé Aronson prennent l'enquête en main. Un chien policier amène l'inspecteur à la gare routière. Le guichetier Ronnie Hult est chez lui. L'inspecteur se déplace, mais Ronnie ne répond pas. Un homme au téléphone dit que sa femme qui a pris le car a vu un vieil homme, avec une grosse valise descendre un arrêt dans la forêt entre Manköping et Stranier. Dans la valise se trouvent 37 millions et demi de couronnes. Le lendemain matin, Julius apprend à Alan que Bulten est mort, car personne n'a pensé à éteindre la chambre froide. L'inspecteur interroge le guichetier qui lui révèle la vérité. La compagnie de bus déplore le manque d'un de ses bus. Jessica Björkman, qui est la compagne du chauffeur de car, raconte le trajet d'Alan en bus et l'agression de son mari par un membre d'une organisation criminelle nommée Never Again. L'inspecteur se dirige vers la gare de Biringe. En recomptant la somme dans la valise, Julius parvient à la somme de 50 millions de couronnes. Julius et Alan emportent le corps de Bulten sur une draisine. Peu après leur départ, l'inspecteur arrive à la gare désaffectée et trouve les chaussons d'Alan. Le gang Never Again est composé du chef appelé Per Gunnar Gerdin.
À ses débuts, il a voulu avec son associé mettre du formol dans des boulettes de viande pour les conserver durant le voyage en partance des Philippines. Car son associé n'était pas d'accord avec cette pratique, ils sont partis chacun de leur côté. Le chef a ensuite continué dans les cambriolages. Au fur et à mesure, le chef a eu des hommes de main nommés Bulten, Inken et Caracas. Le chef remarque l'absence de Bulten, qui devait s'occuper d'une transaction. Il envoie Inken à Mankeping. Alan et Julius mettent le corps de Bulten dans un conteneur qui partira pour Addis Abeba. On prévient l'inspecteur qu'un paysan dit avoir vu sur une draisine Julius, un vieil homme, et un plus jeune qui semblait conduire l'expédition. Alan et Julius se dirigent vers un marchand de hot-dog nommé Benny. Julius est parvenu à acheter la voiture et à louer Benny comme chauffeur pour une somme de 100 000 couronnes. Tous les trois se dirigent vers le sud. L'inspecteur arrive à Kers, où il voit la draisine. Quand il questionne les ouvriers, ils lui disent qu'ils ont vu deux hommes se diriger vers le marchand de hot-dog. Le vendeur n'est plus là. L'inspecteur donne des nouvelles au procureur qui va donner une conférence de presse. On pense qu'Alan a été kidnappé et est détenu par des membres de la pègre. Le centre d'appel téléphone à l'inspecteur en disant qu'Alan a été vu à Muleby dans une voiture, avec un conducteur à queue de cheval. L'inspecteur pense que c'est un faux tuyau. Après être passé à une station-service, Alan et Julius content leur histoire à Benny. Les trois hommes décident de prendre une chambre chez l'habitant. Ils se rendent à la maison du lac Assiotor. Une femme rousse nommée Gunia vit dans cette maison. Elle accepte d'héberger et de nourrir les trois hommes. Benny a un coup de foudre pour cette femme qu'il surnomme Mabel. Un rugissement se fait entendre dans la grange. Quand Alan revient chez lui à Ixoult, il constate que sa propriété est en ruine. Après avoir fait exploser sa maison, il finit au commissariat. La maison de fou refuse de le reprendre. Alan continue son chemin à vélo. Il trouve une usine de canons à Iforsness. Il y décroche un emploi d'artificier. Il devient ami avec Esteban. À cause de la baisse de la demande de canons et de la révolution espagnole, Esteban et Alan se rendent en Espagne. Le voyage à vélo a duré 3 mois. Alan refuse de s'occuper de politique. Esteban devient sergent. Quand il déclare la mort au fascisme, une grenade est lancée contre lui. Alan vend ses talents d'artificier à un commandant républicain. Il travaille plusieurs années à ce poste en faisant exploser ce qu'on lui demande de faire exploser. Il ne souhaite pas faire mourir des gens. Un jour qu'il voit des personnes s'approcher d'un pont où il vient de poser des explosifs, Alan les empêche de traverser le pont. Dans ce groupe de personnes se trouve le général Franco. On pense qu'Alan a été témoin de la pose des explosifs et qu'il n'en est pas l'investigateur. Le général Franco l'invite à le suivre pour manger une paella. Franco donne à Alan une lettre qui est une protection illimitée. Alan se rend à Lisbonne et parvient à prendre un bateau gratuitement grâce à la lettre de Franco. Inken se trouve à Mankeping. Il était autrefois à la tête du gang appelé The Violence. Après avoir mis le feu à un bar tabac, il est allé en prison, où il a rencontré le chef. Maintenant le gang The Violence est dirigé par le petit frère d'Inken et est spécialisé dans le vol et le trafic de voitures. L'inspecteur est à Kerstikebroek avec le chien, pour suivre la trace d'Alan. Le chien sent un homme mort sur la draisine. L'inspecteur s'imagine que c'est Alan qui est mort. Alan et ses nouveaux amis sont en train de dîner chez Mabel. La femme leur révèle qu'elle a un éléphant dans sa grange nommé Sonia. Benny dit que si l'animal hurle, c'est car il a mal quelque part. Benny est presque vétérinaire, et en examinant Sonia, il trouve une écharde plantée dans le pied de l'éléphante. Benny raconte son histoire. Lui et son frère Boss ne pouvaient toucher l'héritage de leur oncle qu'une fois leurs études finies. Le temps des études, les deux frères avaient le droit à une allocation. Tandis que Boss a fait une formation courte, Benny a changé de voie. Une dispute a éclaté entre les deux frères. Benny fait des études sans en finir aucune pendant 12 ans. Au bout de ce laps de temps, l'héritage avait fondu. N'ayant aucun diplôme, Benny est devenu marchand de hot-dog. Lorsque Benny récite un poème à Mabel, elle devient flattée. À Okers, le chien ne peut pas suivre l'odeur du cadavre. Un marin égyptien trouve le cadavre de Bulten. Pour éviter les ennuis, il le balance à la mer. Mabel, Alan et Julius se rendent à l'hôpital. Ils vont faire une fausse ordonnance pour les antibiotiques de l'éléphant. Durant la nuit, le petit frère de Inken a envie de cigarettes. Il va cambrioler un bar tabac à Rotne. En chemin, il croise Alan, Mabel et Julius. Le lendemain matin, Alan retrouve Julius et Benny pour le petit déjeuner. Lorsque Mabel revient, elle demande des explications. En ville, elle a vu sur un journal qu'Alan avait été enlevé par une bande organisée nommée Never Again. Pour qu'elle se calme, Alan propose de partager le pactole en 4. Les hommes lui expliquent toute l'histoire. Une vigile de la station dit à l'inspecteur que la voiture d'Alan, de Julius et de Benny a pris la nationale direction Trano. L'inspecteur peut maintenant fixer un périmètre. Le lendemain, le chef du gang The Violence voit la photo d'Alan sur un journal.
Il se rend compte que c'est l'homme qu'il a croisé durant la nuit. La disparition d'Alan passe à la télévision. Mabel projette de s'acheter un autocar pour fuir et emmener Sonia avec eux. Le 1er septembre 1939, Alan arrive à New York. Le chef de l'immigration le place à la base militaire américaine de Los Alamos. Alan apprend beaucoup de choses sur les explosions, bien qu'il ne soit là que pour servir le café. La base et Alan, en cachette, travaillent sur une bombe nucléaire. C'est Alan qui aidera les scientifiques à résoudre les difficultés de la création de la bombe nucléaire. Suite à cette aide, le vice-président Truman invite Alan à manger dans un restaurant. Au cours du dîner, nous apprenons que le président Roosevelt est décédé. Le chef de Never Again a maintenant placé Inken à Rotten. Au bout de quelques jours, Inken rencontre Mabel. Le chef dit à Inken de la suivre. L'inspecteur se trouve à Osda. Le chef de Never Again appelé Père Gunnar Gerdin est mis sous écoute. La conversation entre le chef et Inken, qui venait de repérer Mabel, a été enregistrée. Inken suit Mabel en voiture. Il parvient jusque chez elle. Alan est en train de nourrir l'éléphant. L'autocar a été aménagé pour accueillir la bête. Benny et Mabel ne font plus chambre à part. Inken dirige son revolver sur Alan, mais Inken tombe dans le caca de l'éléphante. Alan demande à Sonia de s'asseoir. Inken meurt, écrasé par l'éléphante. Le chef de Never Again n'a plus de nouvelles d'Inken. Grâce au numéro de la plaque donnée par Inken, il parvient à avoir l'adresse de Mabel. Truman doit s'en aller rapidement du restaurant. Quelques semaines plus tard, Truman appelle Alan. Il veut qu'Alan vienne l'aider. Alan se déplace jusqu'au bureau ovale. Truman demande à Alan de l'aider au sujet de son Mei-ling, qui est la femme de Chiang Kai-shek, le chef du parti nationaliste chinois appelé le Kuomintang. Son Mei-ling veut que Truman l'aide à combattre le communisme dirigé par Mao Tse-tung. Truman demande à Alan de se rendre en Chine et de faire sauter des ponts, afin de ralentir le communisme qui veut s'établir dans les campagnes. Alan rencontre son Mei-ling. Elle est désagréable, mais Alan la remet à sa place. Ils partent tous les deux sur un bateau direction Shanghai. À cause des nombreuses escales dans les ports, le bateau de Song arrive trop tard à la province de Sichuan, car Mao Tse-tung n'y est déjà plus. Lors de la bataille de Yibin, le Kuomintang parvient à capturer la troisième épouse de Mao appelée Jianqing. Cette dernière est transportée sur le bateau de son Mei-ling. Ne voulant pas que les gardes s'en prennent à Jianqing, Alan s'enfuit avec elle, et avec le marmiton. Jianqing veut faire un trajet dans les montagnes pour rejoindre son mari. Alan veut se rendre en Suède à pied. Il doit traverser l'Himalaya. En chemin, Alan rencontre un groupe de 3 hommes marxistes qui veulent se rendre en Iran. Le trajet dure 11 mois durant lesquels Alan a aidé plusieurs fois le groupe. En Iran, les 3 hommes se font fusiller car ils avaient dans leurs affaires le manifeste du Parti communiste. Alan est embarqué dans un camion. La Chine devient un pays communiste. Mabel, Julius et Benny s'occupent du cadavre d'Inken. Julius déplace le corps dans la Mustang d'Inken. Benny le suit dans la Passat de Mabel. Il s'arrête dans une station essence. Le petit frère d'Inken vole la Mustang. Julius et Benny retournent à Ciotor. Le petit frère amène la voiture au garage de The Violence. Maquillée, la voiture pourra être revendue. À Riga, un garagiste se rend compte qu'il y a un cadavre dans la voiture. Le véhicule finit chez un ferrailleur. Benny, Alan, Julius et Mabel partent avec le car. Ils comptent se rendre chez le frère de Benny et l'amadouer en lui donnant une partie du pactole. Le chef de Never Again attend Inken. Il passe ses nerfs sur Caracas, qui ne supportant plus son chef, finit par s'en aller. Le chef se rend chez Mabel, il est filé par l'inspecteur qui le perd en chemin. Le chef arrive chez Mabel au même moment que le départ de l'autocar. Arrivé sur place, il se rend compte que la maison est vide et qu'il faut suivre l'autocar. L'inspecteur arrive à la ferme. En fouillant la maison, il trouve le revolver d'Inken et une attestation de changement de propriétaire d'un car. Le chef parvient à rattraper l'autocar. Le chef double le véhicule et se met au milieu de la route. Le car ne peut pas s'arrêter à temps. Le corps du chef est emmené dans l'autocar. L'inspecteur prend le même chemin que le chef et Benny. Il trouve la BMW accidentée du chef. La voiture ne contient pas de cadavre. L'inspecteur a les preuves que le bus est entré en collision avec la BMW. Alan est transporté jusqu'à Téhéran. Il est mis dans un cachot. Il y rencontre un pasteur nommé Kevin Ferguson. Alan ne porte pas d'intérêt à la religion, comme il ne porte pas d'intérêt à la politique. Kevin était venu en Iran, en tant que missionnaire. Il s'est infiltré dans différents lieux de culte, pour convertir les gens, mais ça n'a jamais marché. Après avoir appris la langue du pays, il s'est mis à prêcher sur un escabeau. Il a converti entre 0 et 8 personnes en 12 ans. Il a essayé de passer un accord sur une question religieuse avec des communistes. Ça a été un grand échec. La police du Shah l'accueillit.
Cela fait 2 semaines qu'il est emprisonné en attendant le retour du vice-premier ministre. Kevin dit que la CIA est à l'origine des services secrets qui assurent la sécurité du Shah. Le vice-premier ministre revient. Il est tendu à cause de l'ébruitement d'une affaire de capture, puis d'écrasement par un camion d'un homme appartenant à l'ambassade du Royaume-Uni. Alan est volontaire pour être interrogé en premier par le vice-premier ministre. Ce dernier est très intéressé par l'expérience en explosifs d'Alan. Quand il lui demande qui il a tué, Alan lui fait croire qu'il a mis fin au jour de Glenn Miller. Le vice-premier ministre décide de l'embaucher pour éliminer Winston Churchill. Il faudra qu'Alan mette sous la voiture qui transportera Churchill jusqu'au Shah une bombe faite avec des ingrédients utilisés par les communistes de Mao Tse-tung. Le vice-premier ministre a l'habitude d'éteindre sa cigarette dans la tasse d'Alan quand il se sent contrarié. Alan demande à ce que Kevin lui serve d'interprète. Alan a un plan pour ne pas causer la mort de Churchill et pour sauver lui-même et Kevin. La voiture est préparée. Alan s'apprête à sortir avec Kevin en disant à la garde que le vice-président vient de les libérer. Le gardien-chef se renseigne auprès du vice-président. Ce dernier est en colère. Quand il met sa cigarette dans la tasse d'Alan, tout explose car Alan avait mélangé dans sa tasse de la nitroglycérine et de l'encre noire. Alan et Kevin s'échappent. Kevin mène Alan à l'ambassade de Suède. Le missionnaire va essayer de s'infiltrer dans la police de sécurité afin de la faire devenir anglicane. Alan et Kevin se séparent. Peu de temps après, Kevin est tué par un garde qui a réussi à échapper à l'explosion. À l'ambassade, Alan n'a aucun papier pour prouver son identité. Alan appelle Truman afin que celui-ci appelle Erlander, qui appellera le 3e secrétaire, qui remettra un passeport à Alan. Tout se réalise comme prévu. Alan revient en Suède après 11 ans d'absence. Il est invité auprès du Premier ministre Erlander. Ce dernier lui donne une subvention pour service rendu à la nation. Le Premier ministre a besoin de son aide au sujet de la détention d'une bombe atomique. Le Premier ministre fait se rencontrer Alan avec le docteur Eklund, qui est le directeur de la recherche chez Atomnergy. Alan passe un entretien. Le docteur ne souhaite pas embaucher Alan, car il n'a pas de diplôme, et servait le café à la base de Los Alamos. Sur un banc, un homme s'assoit à côté d'Alan. Le procureur lance un mandat d'arrêt contre Alan, Julius, Benny et Gunilla. On pense que Alan est celui qui décide, et que les autres le suivent dans sa folie. L'inspecteur et le procureur tentent de reconstituer l'histoire, mais c'est un échec. Le procureur veut faire tomber Alan et ses acolytes. Il envoie l'inspecteur dans un hôtel avec Cieux. Benny donne 3 millions de couronnes à son frère Boss. Il indique la vérité à son frère. Boss accepte d'inviter Benny et ses amis chez lui à Clocargord. Le chef de Never Again n'est que blessé. L'alcool finit par réconcilier les deux frères. Alors qu'Alan et ses amis sont réunis pour prendre le repas, le chef se réveille dans l'autocar. Il pointe son arme sur les dîneurs, car il veut récupérer la valise. Boss reconnaît le chef de Never Again surnommé le Brochet. C'est avec lui qu'il devait fabriquer les boulettes contenant du formol. Boss dit avoir monté d'autres escroqueries en vendant les poulets dans lesquels il a mis de l'eau aromatisée et des pastèques alourdies, avec de l'eau sucrée. L'inspecteur se trouve à l'hôtel de Vexieux. Les journaux propagent l'information selon laquelle Alan est coupable de 3 meurtres. Boss a acheté un tas de Bibles qui devaient être détruites. La cause en est l'erreur qui se situe à la fin de la Bible. À cause d'un renvoi, pour avoir volé la collecte mensuelle de sa communauté, et après avoir appris que les Bibles allaient partir en Suède, qui est le pays où s'est sauvé son père, le typographe a écrit une comptine à la fin de la Bible. L'homme propose du travail à Alan. L'inconnu le mène à Dalarö où se trouve un sous-marin. L'homme qui s'appelle Popov est un physicien qui doit amener Alan à Moscou pour en apprendre plus sur la bombe. La vodka renforce les liens entre les deux hommes. Ils se rendent à Moscou pour rencontrer le maréchal Beria, puis Staline. Beria a un caractère proche de celui du vice-premier ministre iranien. L'URSS est en retard par rapport aux USA concernant la bombe atomique. La Russie est en danger à cause des membres du Parti national-socialiste. L'idée est d'importer du savoir-faire. Beria a voulu faire venir Einstein. Les hommes de Beria ont capturé Albert Einstein, mais ils n'ont capturé qu'Herbert Einstein, qui est le demi-frère d'Albert Einstein. Beria est vent de l'impact d'Alan sur le projet Manhattan. Il a envoyé un scientifique auprès d'Alan, qui devait lui proposer une somme de $100 000. Alan et Popov rencontrent Beria. Ils dînent ensuite avec Staline. Après que Staline ait chanté une chanson suédoise, Alan récite des vers de Vernen von Edenstam. Le problème est que ce poète était un admirateur de l'Allemagne. Les vers provoquent la colère de Staline. Lorsqu'Alan dit qu'il est devenu un ami de Franco lors de la guerre d'Espagne, la colère de Staline augmente. C'est encore pire, lorsqu'Alan dit qu'il a combattu Mao, et qu'il a déjoué un attentat qui visait Churchill. Alan est jeté en cellule. Il n'a pas de peine de mort, car il pourrait être utile au cas où Popov échouait à fabriquer sa bombe. Quelques jours plus tard a lieu le procès.
Alan est condamné à 30 ans de travaux forcés dans le camp de redressement de Vladivostok. Parmi les prisonniers, Alan rencontre Herbert Instinct. Alan s'accommode de sa nouvelle vie. Le chef de Never Again n'en veut pas à ses nouveaux amis d'avoir causé la mort de ses deux compagnons. Julius et Boss vont faire des courses. Ils lisent les journaux. Le brochet obtient que personne n'aille voir la police. L'inspecteur se trouve toujours à l'hôtel Vexieux. Il reçoit un tuyau. Le car aurait pris l'autoroute direction le sud. Cela fait 5 ans et 3 semaines que Alan se trouve dans son camp de redressement. Durant ce temps-là, des changements majeurs ont eu lieu dans le monde. Alan a le projet de s'enfuir avec Herbert pour aller en Corée du Sud. Herbert parvient à voler des uniformes. Alan veut créer une explosion, profiter de cette diversion pour revêtir les uniformes, voler une voiture et partir du camp avec son ami. L'explosion fonctionne trop bien et toute la ville de Vladivostok est en flammes. Khrouchtchev propose à Staline de taire l'événement. Staline décède peu après d'une crise cardiaque. Alan et Herbert parviennent à s'échapper au camp. Ils se rendront en Corée du Sud à pied. En chemin, ils volent les vêtements du maréchal Meretskov et de son adjudant, ainsi que leur voiture. Ils parviennent à passer la frontière de la Corée du Nord. Alan pense prendre contact avec le Premier ministre Kim Il-sung dans la ville de Pyongyang. Alan et Herbert arrivent au palais du Premier ministre, mais doivent attendre 3 jours avant de s'entretenir avec le bras droit de Kim Il-sung, qui est son fils nommé Kim Jong-il, et est âgé de 12 ans. Lors de la rencontre, Alan dit avoir un message qu'il doit transmettre de vive voix au Premier ministre de la part de Staline. Kim Jong-il téléphone à Staline pour savoir si c'est la vérité. L'enfant dit que Staline est mort. Lorsqu'Alan fredonne la comptine de Staline, Kim Jong-il autorise Alan à parler avec son père. Alan et Herbert sont conduits auprès du Premier ministre. Ce dernier sait qu'Alan n'est pas le maréchal Meretskov. En effet, le maréchal Meretskov a pu arriver auprès du Premier ministre avant Alan et lui annoncer la supercherie. Mao Tse-tung est présent dans la pièce. Il reconnaît Alan comme étant l'homme qui a sauvé sa femme Jiang-Qing. Alan et son compagnon ne seront pas exécutés. Puisqu'Alan veut prendre des vacances, Mao lui propose de partir pour Bali. La troupe d'Alan vit heureuse dans la ferme de Clocargord. Quasiment tous les journaux se lassent de l'affaire de la disparition d'Alan. L'inspecteur pense aux frères de Benny, suite à un coup de fil anonyme. L'inspecteur se rend à Clocargord. Alan passe ses vacances à Bali avec Herbert. Herbert tombe amoureux de la serveuse, Niwaya Laxmi. Il se marie avec elle, et la surnomme Amanda. Ils achètent une maison. Sa femme lui achète un permis de conduire, et fait de son mari un moniteur d'auto-école. Amanda obtient un diplôme de comptable, et fait de la politique. Elle gagne une élection et devient gouverneur. Alan reste 15 ans sur l'île en ne faisant rien de particulier. Suharto propose à Amanda un poste d'ambassadrice d'Indonésie à Paris. Elle part avec Herbert et Alan. Ils partent en 1968. L'inspecteur est à Clocargord et rencontre Alan. Afin de préparer un café à l'inspecteur, Alan s'éloigne dans la cuisine. L'inspecteur reçoit un coup de téléphone du procureur Hanid. Le marin égyptien qui s'était débarrassé du corps de Bulten dans la mer vient d'arriver à Djibouti. Le marin explose après s'être retrouvé trop proche d'un homme qui portait une bombe sur lui. Le marin avait sur lui le portefeuille de Bulten, si bien que l'on croit que Bulten a été victime d'un kamikaze. Arnie Zixtan broyait la voiture dans laquelle était le corps de Bulten. Quand il a vu un bas sortir de la voiture, il a appelé la police. Le portefeuille de Bulten a été retrouvé. Le procureur téléphone à l'inspecteur pour le mettre au courant de ces 2 nouvelles. Il lui demande de retrouver la 3e victime. Peu après, le brochet s'approche de l'inspecteur. Amanda occupe son poste à l'ambassade à Paris. Alan lui sert d'interprète. Pour sa nomination, Amanda se rend au palais de l'Élysée où elle va rencontrer le général de Gaulle. Alan est invité à rejoindre Amanda pour assister à un déjeuner avec Amanda, de Gaulle, le ministre Fouché et le président Johnson. Alan traduit les dires d'Amanda en corrigeant ses erreurs. Il reconnaît le ministre Fouché comme étant l'interprète de Staline. Il dit à de Gaulle que son ministre est en réalité un espion. Johnson invite Alan à un dîner. Est également présent Hutton, qui est un agent de la CIA. Alan raconte son histoire de sa rencontre avec Popov jusqu'à maintenant. Johnson apprend que Alan, sans le vouloir, a donné la recette de la bombe atomique à Staline lorsqu'il a parlé à Popov quand il était sous. Johnson et Hutton veulent utiliser Alan comme agent de secret afin qu'il découvre ce que c'est exactement Popov sur le nucléaire. Le procureur fait une conférence de presse dans laquelle il tient au courant les journalistes des derniers événements. Il souhaite savoir la vérité afin de la transmettre à la prochaine conférence de presse qui aura lieu le lendemain. Il téléphone à l'inspecteur qui passe du bon temps en compagnie d'Alan et de ses amis.
Le procureur veut pouvoir venir à Clocargord interroger Alan et compagnie. Alan accepte, il faut cependant modifier la vraie version. Le lendemain, le procureur se rend à Clocargord. L'inspecteur décide de ne pas aider le procureur à y voir clair dans cette affaire. Lorsque le procureur interroge Alan et sa bande, il lui raconte une histoire montée de toutes pièces, dans laquelle la valise ne contenait pas des billets, mais des bibles. La bande parvient à répondre aux questions. Le procureur pense placer la faute sur le chien qui a flairé l'odeur d'un mort sur la draisine. Le groupe d'Alan veut partir en vacances dans un autre pays. Se pose le problème du transport de Sonia. Hutton a formé Alan à l'espionnage, puis l'a envoyé à l'ambassade américaine basée à Moscou sous le nom d'Allen Carson. Popov se situe dans la ville de Sarov qui est ultra protégée. Apprenant que l'opéra va produire une pièce que Popov avait chantée dans le sous-marin, Alan pense trouver son ancien ami là-bas. Yuli reconnaît Alan, il le pensait mort dans l'incendie de Vladivostok. Popov, sa femme Larissa et Alan se rendent au restaurant. Alan raconte les événements de sa vie depuis son envoi au goulag. Il propose à Popov de devenir agent secret. Peu à peu, Popov se laisse séduire par cette proposition. Alan et Popov établissent de faux rapports pour la CIA, dans lesquels ils mélangent la réalité et la fiction. L'URSS et les États-Unis signent un accord pour le désarmement. Brejnev reste en place, tandis que les présidents américains se succèdent. Alan et Popov continuent de répandre de fausses rumeurs sur l'armement soviétique, ce qui a pour conséquence le craquellement de l'URSS. Alan et Popov n'arrêtent leur manège qu'au moment de la mort de Brejnev. Popov et Larissa s'installent à New York. Lors de la conférence de presse, le procureur met la faute sur le dos du chien. Il raconte l'histoire décrite par Alan et compagnie. Alan et sa bande vont se rendre à Bali chez Amanda. Sonia va être transportée en avion. Tout le monde arrive sain et sauf sur l'île. Mabel et Benny se marient. Puis vient le tour d'Alan et d'Amanda. Ne supportant plus cette affaire loufoque, le procureur s'en va pour les îles Canaries. Grâce à son salaire versé par la CIA, Alan s'achète un chalet en Suède. Alan adopte un chat au nom de Molotov. Il reçoit trop d'argent par rapport à ses besoins. Après que le chat ait été mangé par un renard, Alan installe de la dynamite vers son poulailler pour se venger du renard. L'explosion fonctionne trop bien, et Alan fait sauter sa maison. Alan est envoyé à la maison de retraite de Manköping. Les règles de Sœur Alice lui ont donné l'envie de finir sa vie dans son sommeil. Son 100e anniversaire approche et Alan n'a pas envie qu'on le lui fête. Le jour de son anniversaire, Alan sort par la fenêtre de la maison de retraite. À Bali, Alan achète un ordinateur à Amanda, qui écrit l'histoire de son mari sur un blog. Le président du gouvernement indonésien envoie un représentant auprès d'Alan pour en savoir plus sur l'histoire de la bombe atomique. Alan apporte son aide. Le roman possède deux arcs narratifs. Il y a celui qui retrace le passé d'Alan Carlson, et qui va du 2 mai 1905 au 2 mai 2005. Dans cette partie sont mêlés des faits historiques réels et des personnages qui ont réellement existé, avec des éléments de fiction. Le second arc retrace la fuite d'Alan Carlson datée du 2 mai 2005 à son existence à Bali, le 16 juin 2005. On peut voir un second récit au second arc, qui est constitué par l'enquête policière. Le roman alterne, mais pas régulièrement un chapitre au temps présent, avec un chapitre du passé d'Alan. À un moment, les deux axes temporels se croisent. Au chapitre 29, nous avons le même récit que celui du chapitre 1. Le récit du passé d'Alan est donc achevé. Le roman enchaîne les épisodes loufoques. Les récits sont rocambolesques, et pourtant à la fin, tous les épisodes s'emboîtent de manière à donner un tout cohérent. Nous comprenons les événements, car nous suivons les tribulations d'Alan. La police, qui, elle n'a pas cette information, ne comprend pas ce qu'il se passe réellement. Quand elle reconstitue les faits, elle arrive à des scénarios encore bien plus délirants que l'histoire vraie déjà abracadabrante. Nous passons d'un centenaire complètement fou, tueur ayant pris avec lui plusieurs personnages à une personne complètement innocente. Alan et sa bande seront innocentés alors qu'ils ont tout de même commis deux meurtres, celui de Bulten en le laissant dans la chambre froide, et celui d'Inken en faisant asseoir l'éléphant dessus. Au début de l'histoire, nous pouvons nous demander pourquoi Alan ne reste-t-il pas à la maison de retraite, surtout que c'est le jour de son anniversaire, et qu'on va le lui fêter. Au fil des chapitres, nous en apprenons plus sur la vie d'Alan, et on cerne mieux le personnage. On se demande pourquoi un tel homme, qui a connu les plus grands de ce monde, et a fait des actions qui ont changé la face du monde, a-t-il pu se retrouver dans une banale maison de retraite, et surveillé par l'horripilante Alice. Alan n'a malheureusement pas l'air que l'on attribue aux personnes importantes. Il n'a pas de diplôme, et n'a jamais été nommé à un poste important. C'est pour cela que le docteur Euclin lui refuse un poste en lien avec l'énergie atomique. C'est pour cela que sur la base de Los Alamos, il sert le café dans un premier temps, alors qu'il aurait pu de suite aider les chercheurs.
Tout le mérite d'Alan se voit dans ses actions, élément qu'un recruteur ne peut savoir en analysant seulement le CV. Alan est quelqu'un qui accepte les choses, comme elles sont, et ne cherche pas à les changer. Sa vie est due à une succession de hasards. S'il s'en va avec la valise contenant de l'argent, c'est par hasard. S'il atterrit à la maison de Julius, c'est par hasard. Il se laisse guider par les événements, et ne cherche pas à les entraver. Il ne s'intéresse pas non plus à la politique, et n'a pas de religion. En ne le faisant pas exprès, Alan passe à travers les gouttes. Il parvient toujours à s'en sortir, et à s'échapper des endroits où on le retient. Parfois pauvre, il parvient tout le temps à avoir de quoi survivre, ou d'accéder à la richesse. Alan est un pacifiste qui étrangement rencontre les grandes figures politiques du XXe siècle. Alors qu'il est centenaire, il parvient à avoir de bonnes relations avec un homme plus jeune issu d'un gang. Il fait exploser des infrastructures, mais souhaite ne faire mourir personne. En prenant la vie comme elle vient, il évite les tristesses. Il ne ressent pas d'émotion suite au décès de sa mère et de son père, quitter son pays ne lui fait pas grand-chose, perdre de vue ses connaissances non plus. Malheureusement, avoir cette philosophie de vie l'empêche d'accéder au bonheur. Ce n'est que vers la fin du roman qu'il s'attache à son chat et est attristé de sa mort. Lors de l'épilogue, nous apprenons qu'Alan s'est marié à Amanda et que la campagne de stérilisation, dans laquelle Alan a été une victime, n'a pas fonctionné sur lui. On se dit qu'il aurait pu se décider avant, et qu'il aurait dû au moins avoir le courage de prévenir son entourage de sa décision. Mais Alan Carlson n'avait jamais été du genre à réfléchir longtemps avant d'agir. L'idée avait donc à peine eu le temps de germer dans l'esprit du vieil homme, qu'il avait déjà ouvert la fenêtre de sa chambre située au premier étage de la maison de retraite de Mankuping dans le Södermanland, et qu'il s'était retrouvé debout sur la plate-bande dans le jardin. L'acrobatie l'avait un peu secoué, ce qui n'avait rien de très étonnant, vu que ce jour-là Alan allait avoir 100 ans. La réception organisée pour son centenaire, dans le réfectoire de l'établissement, commençait dans 1 heure à peine. L'adjoint au maire lui-même était invité. Et le journal local avait prévu de couvrir l'événement. Tous les vieux étaient évidemment sur leur 31, ainsi que le personnel au complet avec Alice, la colère en tête de peloton. Seul le roi de la fête allait manquer à l'appel.